Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Ça y est, nous sommes en place pour commencer. Donc, on va voir si tout fonctionne bien. Alors, je vais écouter pour voir un petit peu. Oui, non, ça fonctionne bien. Vous m'entendez bien? On va voir. Bonsoir Carinette. Bonsoir Amélie. Bon, alors, je me décide. Ok, ça y est, tout va bien. Je te fais une petite vérification. Comment allez-vous? Ananda, Eva, bonsoir, bonsoir. Donc aujourd'hui nous allons voir la névrose d'angoisse, ou plus simplement l'angoisse, on va dire. Annie Deschamps, bonsoir. On va rentrer dans un autre type, dans les mécanismes. Ok, le son est impact. Bonsoir Malina, super. D'accord, donc ça va, je peux continuer à parler. 5 sur 5, Abdel, bravo. Ça va bien et vous? Ben, ça va aussi. Bonsoir Web. Nina, bonsoir. Françoise, bonsoir. Shaira, bonsoir. Bon, très bien, on est tous là. Louis, bien bonsoir Louis. Comment allez-vous Louis? Donc, aujourd'hui, nous allons voir la névrose d'angoisse, ou on va voir s'il va s'agir seulement de la névrose, si on va faire référence aussi à l'angoisse. Donc, je vais mettre les choses. Bonsoir Pierre. Donc, nous allons commencer à travailler, parce que Freud, il va travailler l'angoisse, parce qu'on va continuer avec les textes de Freud. Freud, bonsoir, Jazz, comment ça va? Omaima, bonsoir. Donc, on va essayer de voir un petit peu, on va commencer par le premier texte où Freud a exposé donc ses premiers résultats de ses recherches, donc, ou de ses découvertes, et avec le travail, donc, comme toujours, qu'il réalisait en consultation avec ses patients. Donc, c'est un texte de 1894, donc c'est avant l'interprétation des rêves, d'accord, où il va nous parler donc de l'angoisse pour la première fois. Et il va faire référence à l'angoisse pendant toute son œuvre. C'est-à-dire qu'après, bonsoir Patricia, il va retoucher le thème de l'angoisse, hein, et pendant toute son œuvre, toujours pour y ajouter quelque chose, rectifier quelque chose. Donc, mais je ne sais pas si ce soir nous allons avoir le temps de tout voir au sujet de l'angoisse. Donc, on va voir simplement une partie. Sam Sam, bonsoir. Timothy, bonsoir. Capricorne, bonsoir. Donc, nous sommes dans ce nouvel espace du mardi, introduction à la psychanalyse. Donc, nous sommes, pour commencer, en 1894, c'est-à-dire que la psychanalyse n'existe pas encore. Freud est un neurologue qui fait des recherches, bonsoir Aziz, Lamia, qui fait des recherches sur, on va dire, sur l'humain, sur la psychologie humaine. D'accord? Et il est sur le point de produire la science psychanalytique. C'est-à-dire que nous sommes, pour commencer, dans une époque qu'on va appeler pré-scientifique. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore le concept d'inconscient. Et qu'à cette époque-là, il traitait donc ses patients avec la méthode qu'on appelle la méthode cathartique, c'est-à-dire qu'il faisait parler ses patients, il posait des questions aux patients, il faisait parler ses patients. Il y en a certains il hypnotisait certains patients, ceux qui se laissaient faire. Bonsoir Marie, bonsoir Geneviève. Donc il hypnotisait ses patients pour utiliser l'hypnose pour leur permettre, on va dire, de se rappeler de certaines choses que sans l'hypnose, ce ne serait pas apparu. D'accord? C'est-à-dire que et en plus, c'était l'époque où il cherchait, lui, ce moment traumatique de la vie du sujet, et qui avait été donc réprimé, et qui prétendait comme ça arriver donc à la guérison, on va dire, en révélant aux patients ce moment qui avait été traumatique, et que comme ça, tout allait disparaître. Bonsoir René. Donc en fait, on va voir après que la psychanalyse, ça c'est les premiers temps, donc ce n'est pas la psychanalyse, c'est les premiers temps d'investigation de Freud, et puis après l'interprétation des rêves, après la production du concept d'inconscient, il va s'agir de quelque chose de bien différent. Mais nous voyons déjà que déjà à cette époque,
le moyen spécifiquement psychologique et l'instrument qu'il allait utiliser, c'est la parole. La parole sur la parole, jusqu'à ce que la parole arrive à cette scène réprimée. D'accord? C'est de cette manière-là qu'il travaillait à cette époque-là. Donc maintenant, nous savons que même si le patient parle, même s'il est hypnotisé, même s'il parle, il parle, il parle, il ne va jamais arriver à l'inconscient. C'est que l'inconscient, c'est quelque chose qui va se produire dans la relation de transfert établie avec le professionnel. Bonsoir Hélène. Donc, donc il avait déjà découvert que cette scène qui avait été réprimée, d'ailleurs c'est toujours comme ça, cette scène qui a été réprimée, elle disparaît de la conscience. Par contre, ce qui ne disparaît pas, c'est l'affect. Et dans ce cas-là, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, d'ailleurs, on va dire que c'est l'affect par excellence, c'est l'angoisse. C'est-à-dire que tous les autres affects, on va dire que ça va être des tons de l'angoisse, non, des coloris. Rokia, bonsoir, bonsoir Rokia. D'accord? Donc, il avait déjà découvert ça, donc avant l'interprétation des rêves. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il pense que l'affect peut produire des transformations somatiques. D'accord? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des effets sur le corps. Et, mais que donc il va continuer à étudier. Donc dans ce premier texte, et, il va présenter en fait, parce qu'il écrit ce texte en disant qu'à l'époque, tous les problèmes, ou la majorité des problèmes euh, des symptômes psychiques étaient mis tout dans le même sac et on appelait tout ça de la neurasthénie. Donc tout était neurasthénique. Et donc là, c'est le premier texte où il va différencier et il va présenter en fait la névrose d'angoisse. D'accord? Bonsoir, Beaubouzard. Donc il va présenter la névrose d'angoisse comme quelque chose qui n'est pas, qui ne ressemble pas, on va dire, à, c'est une autre structure psychique, c'est une autre position du sujet, non, qui va produire donc cette fois-ci de l'angoisse. Donc il va nous décrire dans ce chapitre d'ailleurs que je vous recommande de lire. Et Nora, bonsoir. C'est intéressant parce qu'il va nous faire la liste de tous les symptômes qui représentent l'angoisse. Parce qu'il y a l'angoisse que nous avons tous senti, puisque l'angoisse est un sentiment humain, un sentiment que nous pouvons tous sentir, mais après il y a toutes les angoisses qui sont déguisées. D'accord? C'est-à-dire qui touchent autre chose, parce qu'on va parler aussi d'une angoisse qui est tout à fait normale. Même on va parler d'une angoisse qui est constitutive, qui appartient, non, à la constitution du sujet et avec laquelle, non, tout le monde, nous avons nos relations, on va dire, avec l'angoisse. Mais une chose, c'est avoir une relation avec l'angoisse, qu'on va dire l'angoisse qui est réelle, dans le sens où on parle de l'angoisse comme un signal, donc qui dit attention, il y a quelque chose de dangereux, attention, il y a quelque chose de dangereux. Donc ça, c'est le rôle, on va dire, de l'angoisse, dans l'angoisse face à la réalité, qui va nous permettre de prendre une décision face à quelque chose, à un danger extérieur. D'accord? Donc, et donc, il va présenter dans ce texte la différence entre ce qu'on appelle les symptômes. Donc, Zora demande si l'inconscient se manifeste par l'hypnose systématique. Donc, l'inconscient psychanalytique ne se manifeste pas avec l'hypnose. D'ailleurs, Freud, il a abandonné l'hypnose quand il s'est rendu compte qu'il y a certaines choses, certains patients qui, premièrement, tout le monde n'était pas sensible à l'hypnose, tout le monde ne se laissait pas hypnotiser. Et en plus, il s'est rendu compte que tout le monde n'acceptait pas de parler, même sous hypnose. Non? Et donc, on raconte un cas d'un groupe d'amis qui s'était amusé à hypnoser un d'entre eux. Et il savait qu'il avait caché il lui avait offert une montre en or. Et cette montre en or avait disparu. Donc, ils l'ont hypnotisé pour lui poser la question, à savoir où est-ce qu'elle est la montre en or, où est-ce qu'elle est la montre en or. Et en fait, il n'a jamais voulu le dire. Donc même sous l'hypnose, d'accord, il y a quelque chose qui ne peut pas être dit, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas accès à l'inconscient. Donc c'est quelque chose c'est un phénomène, on va dire, différent, l'hypnose, non? C'est un phénomène différent et qui ne va toucher toujours que le préconscient.
non? Ah, alors, on va dire un petit peu comme le préconscient, oui, non? Un petit peu comme l'association libre, on va dire. Bonsoir Sylvie, comment allez-vous Sylvie? Donc, et donc il dit que tous ces types de symptômes, non, de cette névrose d'angoisse, donc ils sont soutenus, ils sont produits par l'angoisse, par cet affect, d'accord? Donc on va commencer par faire référence à la névrose d'angoisse qui est une exagération du phénomène de l'angoisse, non? Parce que comme je disais, l'angoisse est constitutive, donc l'angoisse réelle, c'est quelque chose que nous avons tous vécu, que nous avons tous, on va dire, ressenti, ce déplaisir de l'angoisse, non? Et qui nous touche tous. Donc il y a cette angoisse qui est réelle et en fait qui va nous permettre de nous adapter à la vie. D'accord? C'est-à-dire qu'il peut y avoir qui va nous, non, on pense par exemple à ce qu'en français on appelle le trac, non? Le trac, c'est de l'angoisse avant, d'accord? Avant l'action. Donc le tract, pour n'importe quelle situation de notre vie, c'est pas quelque chose qui est réservé aux artistes, d'accord? Sinon que ça peut être n'importe quelle chose qui peut produire le trac, par exemple, non? C'est-à-dire mais c'est quelque chose donc c'est toujours un signal: «Attention, non, il y a quelque chose ou il y a quelque chose de ton désir qui est en jeu». Parce que c'est ça aussi pourquoi on a le trac, parce qu'il y a notre désir qui est en jeu, non? L'angoisse, c'est que j'ai envie d'y aller, non? Mais il y a quelque chose d'important et donc face à ce «danger», non, entre guillemets, qui apparaît dans la réalité, c'est tout à fait normal d'avoir, de l'angoisse. C'est-à-dire que c'est le moment où le sujet va évaluer un petit peu sa capacité, non, par rapport à ce qui l'attend et par rapport à ce que la vie extérieure, va lui demander, on va dire. D'ailleurs, il se décide s'il va se défendre, s'il va attaquer. Non, c'est une angoisse qui prépare. D'accord? D'ailleurs, Freud va parler donc de ces traumatismes après un accident, par exemple, en disant où justement, non, ça a provoqué un traumatisme pour le sujet parce qu'il n'a pas eu le temps de se préparer. Il n'y a pas eu de préparation. D'accord? Et donc ça produit donc chez le sujet ou ça peut produire chez le sujet, non, des situations traumatiques. Donc, bonsoir Fatima. Maude dit: «Je vais commencer une formation sur la psychologie générale. Contente de vous écouter». OK, très bien Maude. Maz, bonsoir. Donc, donc il va dire que ces névroses traumatiques dont il va parler au-delà du principe de plaisir, où il va faire référence en disant que non, quand on parle de ces rêves répétitifs où le sujet va répéter non, cette scène qui l'a traumatisé, donc Freud il dit: «Si je dis que les rêves sont une réalisation de désir, comment est-ce possible?» Et en fait, il va nous expliquer que pour l'appareil psychique, pour le sujet, c'est quelque chose, en fait, il répète comme si une manière d'élaborer ce qu'il n'a pas pu élaborer, non, lors de l'accident, lors du, non, bonsoir Tulipe, d'accord, lors de l'accident, lors de ce choc, non, avec cette réalité, ce traumatisme, donc ce qui a produit le traumatisme, en fait, c'est une sorte d'essayer de récupérer ce qui n'a pas pu se faire, non, à ce moment-là. Donc, et on va voir que la névrose d'angoisse donc peut se manifester de manière complète ou par un développement tout à fait rudimentaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des crises, non, qu'on va appeler des crises d'angoisse, d'accord? On va faire un petit peu les détails de ce que c'est que l'angoisse. Et après, il y a cette angoisse qui, qui vit en nous sans faire trop comment on va dire, sans faire trop d'escombres, on va dire. Donc, une des manifestations, par exemple, c'est la tachycardie, d'accord, l'accélération cardiaque. D'ailleurs, il va nous expliquer que l'angoisse touche principalement, ou je ne sais pas si exclusivement, mais principalement, l'appareil cardiovasculaire et l'appareil respiratoire. C'est-à-dire que l'angoisse, elle va s'exprimer de façon somatique, d'accord? C'est-à-dire que c'est une augmentation de la tension que le sujet ne trouve pas de moyen de décharger. Et donc, elle va décharger sur le corps par des affections somatiques.
d'accord? C'est-à-dire qu'elle va utiliser ses organes, le cœur, bonsoir Alexia, elle va utiliser le cœur et l'appareil respiratoire pour s'exprimer. Donc une des caractéristiques principales de l'angoisse, c'est l'excitabilité générale. Hein, par exemple, enfin, non, les gens qui sont toujours très, très sensibles absolument à tout, que tout les énerve, non, par exemple, et qui n'ont pas la possibilité de mettre une distance, c'est-à-dire qu'ils sont, bonsoir Fernand, ils ont une grande sensibilité, et on va parler de cette hyperesthésie auditive, d'accord, où les gens sont très sensibles au bruit, que tous les bruits les dérangent, par exemple, et qui provoquent, donc, qui peut être la cause de l'insomnie. Donc René dit angoisse qui rejoint la pulsion entre psyché et soma. Donc c'est une façon, non, parce qu'on va dire que l'angoisse, enfin dans la névrose d'angoisse, rappelez-vous que quelque chose qui est très important, c'est que les symptômes pour le sujet, c'est une solution. C'est-à-dire qu'il y a une organisation de l'énergie dans l'appareil psychique qu'il n'arrive pas à résoudre d'une autre façon qu'en produisant le symptôme. D'accord? Donc quelque chose qui est très important, c'est que quand le patient va venir à la consultation en présentant son symptôme, si on élimine, qui est une chose tout à fait possible, le symptôme rapidement, ben, il faut, on va dire que le sujet va être encore pire, puisque ça, c'est sa solution. Le symptôme, c'est la solution qu'il a. C'est pour ça qu'un traitement, une névrose d'angoisse, ben, il va falloir établir une relation de transfert donc avec le sujet pour que petit à petit, il apprenne à décharger cette énergie d'une autre manière qu'en utilisant le symptôme comme décharge d'énergie. D'accord? Il va falloir cet apprentissage. Parce qu'on voit que la différence entre la santé psychique, d'accord? La santé psychique dans le sens où cette organisation de l'énergie et la maladie, la pathologie, on va dire, c'est une question uniquement de quantité. C'est-à-dire que la pathologie, dans la pathologie, il n'y a absolument rien de cassé, il n'y a rien à refaire, rien n'est abîmé, ni vieilli, ni... Non, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. La seule chose, c'est réorganiser l'énergie dans cet appareil. D'accord? Chrysalide, Laurence, alors je ne sais pas, bonsoir, bonsoir. Donc, c'est une question, donc on va dire que la santé psychique, c'est cette capacité à utiliser tous les mécanismes et à pas, non, avoir toujours tendance, non, on va dire l'hystérique, elle a tendance toujours à résoudre de la même façon, le névrosé obsessionnel, il va résoudre de la même façon, la névrose angoisse, elle va résoudre avec le même, non, cette même sensibilité, on va dire, non, corporelle. Marie, bonsoir. D'accord? Et ensuite, il va nous parler de ce qu'on appelle l'angoisse, l'attente angoissante. Alors ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'angoisse. D'accord? C'est-à-dire que la personne angoissée ne sait pas attendre. Non, ne sait pas attendre. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin de décharger cette énergie avec ce qu'il y a sous la main, on va dire, non? Mais ce n'est pas exactement ce qu'il y a sous la main, sinon qu'il y a un circuit, d'accord? Et on voit les patients, ils parlent, ils font référence toujours à ce... Donc, ils retombent toujours dans le même piège, on va dire, non? Cette tendance qu'ils ont pour décharger l'énergie. Donc, et parce qu'en fait, il va donc nous expliquer qu'il s'agit, que l'angoisse, il s'agit d'une énergie, d'une angoisse qui est flottante et donc qui est disponible pour s'enlacer avec n'importe quelle idée. Par exemple, il va nous donner donc dans ce premier texte de 1894, il va nous donner des premiers exemples. Il va nous dire, par exemple, il va nous parler d'une femme qui, chaque fois qu'elle entend son mari qui tousse, tout de suite, non, qui est en plus, qui a tendance à avoir des rhumes, et à chaque fois, elle fantasme, elle imagine, elle pense qu'il peut avoir directement une pneumonie, peut attraper une pneumonie mortelle. Et en plus, elle ne s'arrête pas là, sinon elle s'imagine, non, et elle voit passer l'enterrement de son mari, non, directement. C'est-à-dire que ça, c'est une caractéristique, non, c'est un exemple pour montrer la caractéristique de la névrose d'angoisse. Par exemple, une autre personne qui rentre à la maison
et qui voit qu'il y a un attroupement devant la porte de sa maison, hein, un attroupement de personnes devant la porte de sa maison, et elle ne peut pas éviter de penser qu'il doit y avoir un de ses enfants qui est tombé du balcon, hein, ou que quand il entend une sirène d'une ambulance, il imagine que dans l'ambulance, il y a quelqu'un dans l'ambulance, quelqu'un qu'il aime, une personne aimée qui est dans l'ambulance. D'accord? Donc ça, ce sont tout, on va dire, toutes des idées qui sont de l'ordre de l'attente angoissante. C'est-à-dire que je ne peux pas attendre et je devance toujours les faits. Et en plus, ma manière de devancer les faits, c'est en produisant une idée de quelque chose de dramatique. D'accord? Bonsoir Arturo, bonsoir. L'énergie n'est créée ni détruite. Donc l'énergie circule, c'est toujours la même énergie qui circule dans l'appareil, effectivement, mais il y a certaines énergies qui se cachent. Par exemple, donc il y a une énergie qui est occupée à produire, donc vous imaginez produire, non, toutes ces fantasmes, on va dire, toutes ces décharges, ben, ça produit une énergie qui est utilisée simplement pour obstaculiser la vie du sujet. D'accord? Donc Amélie dit, ça passe par le visuel ou ces pensées peuvent venir de souvenirs ou d'autres imaginations. Donc Freud, il va dire que ces représentations, parce qu'en fait, l'angoisse va pouvoir se calmer avec n'importe quelle représentation. Le patient qui se présente en consultation avec de l'angoisse, en parlant un petit peu, et si je ne vais pas dire l'interpréter, mais si on lui donne une explication à son angoisse, boum, il se tranquillise. D'accord? C'est-à-dire que ça peut être n'importe quelle idée. Mais l'habitude, dans Bonsoir Sabrine, Nina dit qu'elle est comme ça, d'accord? Elle se reconnaît, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître comme ça, non? Jalila, merci à vous pour être là, d'être là. Et donc, elle va dire que la tendance de la névrose d'angoisse, c'est qu'elle va produire quelque chose de dramatique. D'accord? Parce qu'en fait, si elle produisait, elle imagine autre chose, bon, elle imagine, mais non, la tendance, c'est toujours produire quelque chose de dramatique. D'accord? C'est-à-dire que cet affect, cette angoisse, dès qu'elle va trouver une représentation pour justifier l'angoisse, en fait, ça va calmer l'angoisse. D'accord? C'est pour ça que tout de suite, il devance. C'est pour ça qu'on dit que c'est une solution. Parce que ce qu'ils imaginent, la femme, elle voit l'enterrement de son mari, et poum, l'angoisse, elle a trouvé, non? Elle a trouvé une sortie, une porte de sortie pour s'exprimer. D'accord? Donc, en général, ils prévoient, ils imaginent des choses très terribles, non? C'est toujours dramatique. Et après, il va nous dire aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas aussi exagérés dans leur fantasme, sinon que ce sont des gens qui ont une humeur un peu sombre, qui sont assez tristes, qui ont une vision pessimiste des choses. Non? Que ça aussi, c'est quelque chose où c'est à la base, c'est l'angoisse, on va dire, qui produit cette manière de résoudre face à l'angoisse. Non? C'est-à-dire que c'est toujours des sentiments un petit peu néfastes pour le sujet, on va dire. Et donc, à ce propos, donc pour aujourd'hui, je vous ai rapporté un aphorisme de Miguel Oscar Menasa, donc le directeur de l'école où j'étudie donc ici à Madrid, qui est l'école de psychanalyse et poésie Grupo Cero. Et le directeur de l'école, qui est aussi poète, nous dit: la tempérance est fondamentale pour le travail du psychanalyste et le travail de poète. Tant en psychanalyse qu'en poésie, quand on apprend à attendre, simultanément, on apprend à voler. Et donc il précise, si vous vivez jour et nuit angoissé, si vous ne voulez pas apprendre à attendre, et si voler ne vous intéresse pas, il dit, il faut commencer avec une certaine urgence votre psychanalyse personnelle. Et ce n'est pas une recommandation, sinon que c'est vous qui en avez besoin. Bon, c'était une petite parenthèse. Bah, une parenthèse ou la chose la plus importante, non, de cette rencontre de ce soir, selon le cas. Donc, Hélène dit, si je comprends bien, on ne peut pas interpréter l'angoisse car elle n'est pas symbolique ou élaborée. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir détecter exactement. Non, il faut savoir exactement.
Par contre, si cette angoisse se transforme en symptôme, ça peut être, c'est la solution pour le sujet. D'accord? Donc après, on va voir, parce que cette angoisse, en fait, c'est une non-résolution, non, de ce que la réalité, on va dire, demandait au sujet. Non. Et alors, une autre caractéristique donc de cette névrose d'angoisse, la tempérance, Thelma, oui, la tempérance, non? Une certaine modération, un certain calme, non? Comme les gens qui ont cette capacité d'attendre, d'attendre. Je ne me précipite pas. Je ne sais pas exactement comment je dois répondre à telle situation. Je ne sais pas. J'attends. D'accord? J'attends, ça va venir. J'attends, la réponse va arriver. D'accord? Louis, l'angoisse du virus. Alors, c'est pas l'angoisse du virus, c'est que si j'angoisse à cause du virus, c'est que l'angoisse, elle était déjà là. D'accord? Et puis en plus, justement, il va nous dire qu'une caractéristique, Louis, de cette attente d'angoisse ou de la névrose d'angoisse, c'est que l'inquiétude, on va dire, ou la préoccupation s'occupe toujours de la santé des autres. D'accord? C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a l'être aimé qui est dans l'ambulance. J'imagine qu'il y a que c'est mon mari qui va lui arriver quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que tout ce que j'imagine, c'est toujours sur les autres. Ce qui dit que quand c'est sur le sujet lui-même, c'est une angoisse donc qui est retournée sur le sujet. Non? Et ça fait référence donc à l'hypocondrie. D'accord? Où donc il y a des sensations, il n'y a pas lésion d'organes, il y a des sensations physiques et il n'y a pas de lésion d'organes. Et donc, où on va voir que l'hypocondrie, non, c'est une maladie, on va dire une pathologie en elle-même. D'accord. Ruth dit, l'angoisse est un symptôme, elle permet de parler de ce qui se cache derrière. Il n'y a rien derrière. Non, derrière, à la rigueur, il y a, je veux dire, dans la névrose obsessive, il y a de l'angoisse. Non? Celui qui n'arrête pas de mettre et remettre ses chaussettes et que, avant de mettre ses chaussettes, il doit faire ça 5 fois avant de se décider à mettre sa chaussure. Derrière ce symptôme, il y a de l'angoisse. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a de l'angoisse, on a dit que c'est l'affect par excellence. Donc, donc il dit que Louise dit que son fils est à haut risque. Et alors, vous imaginez tout de suite les drames. Vous avez tendance à imaginer les drames. Donc, vous connaissez la recommandation. D'accord? Ou plutôt pas la recommandation, sinon que vous savez ce dont vous avez besoin. Donc, et d'un autre côté, on va dire donc l'insistance de ces névroses, donc on va appeler ces névroses actuelles, parce que là aussi, il va différencier. Il va dire, il y a les névroses de transfert, les névroses actuelles, et après, il y a les neuropsychoses, neuropsychoses de narcissiques, qui sont la psychose et la mélancolie. Et ici, donc, il s'agit des névroses actuelles, où il y a la neurasthénie, donc l'hypocondrie et la névrose d'angoisse. Et après, il y a d'autres choses, qui a les névroses, on va dire, les névroses de transfert, d'accord, qui sont l'hystérie, la névrose obsessive et la phobie. Donc, les névroses de transfert font référence, non, sont en relation avec la sexualité infantile et les névroses actuelles sont en référence avec la sexualité actuelle du sujet. Donc, René dit, l'angoisse peut-elle être pensée du côté du lien à l'objet? Et oui, elle peut être pensée comme ça. Mais je ne sais pas si on va avoir le temps de voir ça ce soir, René. Donc, on va voir, Pierre. Je vais répondre, ça, si, on va le voir ce soir. D'accord? Donc, ce que je voulais préciser, c'est que quand ces névroses actuelles, non, insistent, c'est-à-dire que autant dans l'hypocondrie que dans la névrose d'angoisse, quand ça insiste, ça insiste, ça insiste, ça peut provoquer une maladie psychosomatique. Où là, il arrive directement à lésion d'organes. D'accord? Donc Marie dit, il me semblait que l'angoisse était sans objet, contrairement à la peur. Oui, mais ça, nous sommes en 1894. D'accord? Donc effectivement, l'angoisse est sans objet, mais sans objet, ça ne veut pas dire que je n'imagine pas les choses. D'accord?
parce que je ne sais pas de quoi, non, d'où vient mon angoisse. Donc, je mets une représentation, ça la calme. Parce que justement, effectivement, Marie, l'angoisse n'a pas d'objet. D'accord? Ou plutôt, c'est un objet, non? C'est un objet particulier, on va dire. Donc, et, donc dans la névrose d'angoisse, la crainte, c'est sur la santé des autres. D'accord? Donc, où on imagine des choses qui peuvent arriver. Pour l'hypochondriaque, la crainte se réfère à la santé de chacun, hein. Et en général, on va voir aussi que l'hypochondriaque souffre de fatigue excessive, d'accord? Pour craindre une maladie organique, non? Donc, et sa véritable maladie, en fait, c'est l'hypochondrie. Et après, d'un autre côté, nous avons donc ce neurasthénique qui est différent, non? Et que lui, par contre, il manque de, il a ce neurasthénique, en fait, il n'a pas confiance en sa propre capacité. Il craint de ne pas pouvoir réaliser, non, ce qu'il s'est proposé. Donc, de ne pas être capable d'affronter la réalité. Donc, oups, il se défile. D'accord? C'est-à-dire face à l'augmentation de tension, parce qu'en fait, l'angoisse, c'est une augmentation de tension que je dois réussir à, à décharger, non? Alors, Michaela demande, quand vous dites sans objet, vous vous référez à quoi? Je ne comprends pas. Bon, on continue, parce qu'on ne sait pas, parce que l'angoisse, c'est sans objet dans le sens où il n'y a rien qui apparemment provoque l'angoisse. Il n'y a pas quelque chose, non? Parce que quand on parle de l'angoisse réelle, ça c'est l'angoisse qui est normale, qui est pour tout le monde. Non? Je dois monter sur scène, donc j'ai un petit peu d'angoisse avant de monter sur scène. Je dois faire quelque chose qui m'implique énormément, boum, j'ai un petit peu d'angoisse avant de le faire. Mais c'est ce qui va nous pousser à l'action. Mais quand l'angoisse est interne, elle n'a pas d'objet. C'est pour ça qu'on va utiliser n'importe quelle représentation qui va la tranquilliser. Et donc, Christelle dit qu'elle se reconnaît. Qu'elle dit, tiens, ça c'est moi, effectivement. Donc, d'accord. Donc, et on va voir qui va nous dire, donc, dans la névrose d'angoisse, d'accord, les symptômes correspondent à une activité exagérée de la fonction. Non, les palpitations, tout d'un coup, le cœur, il y a une exagération de la fonction. Tandis qu'il va dire que dans la neurasthénie, c'est le contraire, hein, où prédomine justement une certaine inhibition de la fonction. Donc, les neurasthéniques, en général, ils ont beaucoup de difficultés à faire des choses, non? Parce qu'ils sont tout de suite fatigués, parce qu'ils vont inhiber, ils ne sont pas capables, etc. Donc, et cette attente angoissante, donc elle est toujours en train de les guetter, non? Donc, on va dire, et elle peut donc arriver dans la conscience à n'importe quel moment et se présenter sous forme d'attaque d'angoisse. Et donc, l'attaque d'angoisse, ça peut être tout un éventail, on va dire, de sensations, non, et de répercussions sur le corps. Donc, il y a les sensations d'angoisse qui n'a pas d'autre représentation associée, ou alors qui peut s'associer à l'idée de mort ou de folie, non, qui peut s'associer aussi avec des sensations physiques. C'est ce qu'on va appeler un petit peu le cortège symptomatique de l'angoisse, où il y a les palpitations, le manque d'air, je sue énormément, les symptômes, la boulimie, non, et tout d'un coup je dois manger, 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 manger. Donc vous voyez, donc c'est pour calmer cette angoisse, non? Et donc en général, le patient ne va pas faire référence à l'angoisse. Parce qu'en fait, l'angoisse, elle est couverte, non, par ses palpitations, par ses paresthésies, par la dyspnée, donc par tous ces symptômes. Donc ce qu'il présente, c'est les symptômes. Après, le même symptôme, nos imaginaires sont très fertiles. Oui, heureusement, Christelle. Donc, on va dire, il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que le patient se présente avec des palpitations que tout de suite il a de l'angoisse. Non? À chaque fois, ça c'est les résultats de Freud, c'est ce qui va nous permettre d'écouter. Après, si on continue, on va voir que les palpitations elles peuvent exister dans d'autres symptômes ou pour expliquer d'autres structures. D'accord? Donc, est-ce que l'angoisse est pathogène? Pierre, oui, la névrose d'angoisse est pathogène. D'accord? Quand elle arrive, quand l'angoisse arrive sur le corps, elle empêche, non? Elle empêche l'action, alors, donc Nina dit qu'elle mange beaucoup.
Donc, et en plus, après, il y a la combinaison de ces éléments. Il y a la combinaison de ces différents symptômes, d'accord? Et qui est infiniment variable. C'est-à-dire que chacun va utiliser, non, de différentes manières tous ces possibles symptômes. Et donc, il y a des perturbations donc, de l'activité cardiaque, des palpitations, des arythmies, de la tachycardie. Et il y a même des états graves, il va dire, de bradycardie, qui est le fait que le cœur va battre, mais très, très lentement. D'accord? Ou beaucoup plus lentement que le normal. Donc, après, il y a les sueurs nocturnes, pardon, les tremblements, les convulsions, la boulimie qui est parfois accompagnée de vertiges, des diarrhées abondantes qui se produisent comme ça tout d'un coup, poum, d'accord? Et ensuite, il va parler aussi de la paresthésie. Donc, les phobies peuvent être associées à l'angoisse. Les phobies sont une manière de résoudre, on va en parler là maintenant, René, c'est une manière de résoudre l'angoisse aussi. C'est quoi l'origine de l'angoisse dans le développement de notre appareil psychique? Dans la question est très bien, Omaïma, nous allons y arriver. Donc, ça c'est la fin du texte, d'accord? Omaïma, la fin du texte, il va nous expliquer donc l'origine de cette angoisse. Parce que rappelez-vous, l'angoisse est constitutive. Tout le monde, non? Tout le monde a de l'angoisse. Non? C'est le premier affect. Donc, pourquoi vous parlez de l'anesthésie? D'accord. Donc, il va parler de la paresthésie, dans le sens où il y a un trouble du sens du toucher. D'accord? Et, euh, et donc, c'est-à-dire qu'on peut souffrir de fourmillements, de picotements, d'engourdissements, et qui peuvent aussi s'accompagner d'attaques de vertige. Donc, donc d'accord. Donc, ensuite, il va parler aussi des terreurs nocturnes chez les adultes, pas chez les enfants. D'accord? Qui sont accompagnées d'angoisse, de manque d'air, j'arrive pas à respirer, j'ai des sueurs, d'accord? Et qui vont bien sûr provoquer toute forme d'insomnie. D'accord? Donc l'insomnie, ça peut être aussi considéré comme un symptôme de l'angoisse. Et ça va même toucher certains symptômes donc digestifs comme des sensations de nausée et de malaise. Y a-t-il quand même plus de cardiaques qui sont plus angoissés que d'autres? Donc, je ne sais pas si toutes les personnes cardiaques, non, sont des personnes angoissées. Nous n'allons pas résoudre les choses de façon aussi simple. Rappelons-nous que pour pouvoir diagnostiquer, bon, en psychanalyse, on dit que le diagnostic, c'est le traitement. C'est la transformation, c'est le traitement. Que ces informations, c'est pour savoir dans la phrase. Non, c'est-à-dire qu'on va penser que dans une séance de psychanalyse, ce n'est pas qu'on va dire tiens, c'est l'hystérique qui arrive. Non, peut-être qu'elle était hystérique ou elle était en position hystérique la dernière fois, la dernière séance, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Le névrosé d'angoisse, il n'est pas tout le temps névrosé d'angoisse. C'est une solution, un système qu'il va utiliser. D'ailleurs, Freud va parler des névroses mixtes. Non, qu'il n'y a pas de névrose pure, ou c'est très rare les névroses pures. C'est-à-dire qu'il y a différents mécanismes de défense, non, face à l'augmentation de tension et que, en général, les sujets vont utiliser. Donc, il peut se présenter un jour avec, non, un symptôme et l'autre jour. Donc, il faut toujours écouter le patient. C'est en écoutant le patient qu'on va pouvoir voir si il s'agit d'une expression d'angoisse ou s'il s'agit d'autre chose. Donc, quelle différence entre l'angoisse et l'anxiété? Sophro. Donc, on va dire que l'anxiété, normalement, n'a pas de manifestation corporelle, d'accord, de manifestation somatique. L'angoisse, si. D'accord? Si, si. Loulin, si, si. Freud a différencié très bien la différence entre l'anxiété et l'angoisse. D'accord? Que l'angoisse, c'est quelque chose qui s'exprime sur le corps, non? Où il y a des attaques de vertige, on va dire des nausées, on va dire que, et en plus, ce sont des vertiges qui peuvent toucher directement la locomotion. C'est-à-dire qu'on a la sensation que le sol, non, le sol bouge, on a l'impression que nos jambes vont s'enfoncer dans le sol et qu'en plus on n'arrive pas à bouger. On a l'impression qu'on va nous arracher les jambes. Donc je veux dire, ce sont des sensations qui peuvent arriver à être vraiment très désagréables.
Alors, Pierre, bon alors Pierre, ça je l'ai déjà, non? Expliqué. Quelle est la différence entre l'angoisse constitutive et l'angoisse réelle? D'accord? Non, je ne l'ai pas encore expliqué. Non, non, pardon, pardon, pardon. L'angoisse constitutive, on la verra à la fin. Donc, en amour, Christelle dit deux angoissés. Impatient, c'est atomique. Oui, effectivement. Donc, sur la base de l'angoisse, de l'attente angoissée, d'accord? Et il y a donc deux groupes qui vont se manifester. Donc il y a les angoisses et le vertige. Et d'un autre côté, on peut avoir le groupe justement des phobies qu'on appelle des phobies typiques. D'accord? C'est un autre type de processus psychique. Ou justement, donc il va dire que René dit angoisse en lien avec nos structures archaïques. Je ne sais pas, on va voir. Donc, on va dire, donc il va nous parler de ses phobies. Donc, il va faire la référence il va faire référence à ces phobies, on va dire, qui sont communes, non? Des phobies dans le sens où c'est habituel, on a peur du noir, on a peur des orages, des araignées, des rats, des serpents, des insectes, de certains insectes. Et il va dire, mais donc ça, ce sont des choses qui peuvent, non, sur une personne saine, on va dire que c'est quelque chose qui peut être désagréable, mais pas provoquer de l'angoisse. Mais par contre, quand l'angoisse est disponible, elle va va s'installer et on va commencer à avoir peur d'une façon exagérée, d'accord? Certaines choses désagréables de la vie de tous les jours et qui vont être exagérées chez l'angoissé. D'accord? Donc, encore une fois, la phobie. Donc, avec la phobie, on le voit bien, cet exemple, que le mécanisme d'angoisse, c'est une solution, dans le sens où la personne qui est phobique, elle a peur des espaces ouverts. Ben, elle reste chez elle. C'est une façon d'échapper à l'angoisse. C'est la solution qu'elle trouve. D'accord? Donc, avec les phobies, j'ai peur des chats. Je m'arrange à ne pas être en contact avec les chats. D'accord? C'est-à-dire que je mets un objet, mon objet de l'angoisse, je le mets à l'extérieur, et donc c'est une façon, on va dire, très, très pratique de résoudre la solution. Après, bon, si j'ai peur des espaces ouverts, ben, j'ai des problèmes pour sortir, non? Donc, je veux dire, je sais, les phobies, c'est toujours quelque chose qu'il faut limiter, non? Donc, Donc, on répète, donc dans les consultations, il ne s'agit pas d'essayer d'éliminer le symptôme, parce que ça, c'est la solution du patient, sinon de permettre que s'établisse la relation de transfert pour pouvoir interpréter le patient. D'accord? Pour que lui-même, on va dire que lui-même, il apprenne à abandonner ce mécanisme. D'accord? Donc, et après, il va dire qu'il y a des symptômes de la névrose d'angoisse qui peuvent se présenter aussi de façon chronique. D'accord? Donc, il y a par exemple, comme le vertige, il dit même la diarrhée, la sensation durable de fatigue, la dépression. D'accord? Donc, Sam Sam dit, en fait, l'angoisse est quelque chose de désagréable qu'on ne veut pas ressentir. On cherche à ne pas le ressentir. Pourtant, quand elle est là, elle est là. Mais on n'en meurt pas. Ne serait-ce pas des croyances associées qui potentialisent? Non, ce n'est pas des croyances, c'est des méthodes d'association. Donc, effectivement, vous avez raison. Quand l'angoisse, elle est là, d'accord, ça veut dire c'est signe qu'il y a quelque chose qui m'implique. C'est signe qu'il y a quelque chose où mon désir est impliqué dans ce qu'il va se passer. D'accord? Donc c'est une façon, non, on va dire, mais effectivement, on peut la sentir, c'est quelque chose de désagréable, on ne faut pas y prêter attention, on continue, mais savoir qu'il y a quelque chose qui est en jeu en moi, oui. Après, quand ça déborde et que ça empêche directement de passer à l'action ou que ça provoque des symptômes, là on est dans le cas de la névrose, et donc c'est là où la personne montre qu'elle a besoin d'un traitement psychanalytique. Donc on va voir que l'appareil psychique, il ne peut pas fonctionner en tension zéro. D'accord? Sinon qu'il a toujours besoin d'une accumulation de tension, d'excitation, d'énergie nécessaire pour faire les choses de la vie quotidienne, pour faire ce qu'il faut faire. D'accord? Et cette énergie, elle doit se décharger.
Et dans le texte de 1894, Freud il va faire, donc il n'y a pas encore le concept d'inconscient, je répète, donc c'est quelque chose qui va se transformer par la suite, mais en 1894, il va faire référence directement à notre vie sexuelle, à la décharge sexuelle. Et il dit qu'en fait, ce sont toute une réaction, comme l'énergie n'a pas pu se décharger dans ses relations sexuelles, ben après elle se décharge d'une autre façon. Donc, là, l'angoisse, donc c'est un signe avec notre inconscient, avec notre désir, non? Donc, Josh demande quel lien faites-vous entre le désir et l'angoisse? Donc, dans l'angoisse, il y a le désir du sujet qui est en jeu. D'accord? Et le désir dont il ne veut rien savoir. Donc, c'est pour ça qu'il y a une production d'angoisse. D'accord? Donc, à cette époque-là, donc en 1894, lui, en fait, il va faire référence à un manque de satisfaction, parce qu'il va faire la liste, non? Donc, il va dire que l'éjaculation précoce, il va parler de coït interrompu, il va parler de masturbation même, et donc il va dire qu'il y a différents actes sexuels, d'accord, qui peuvent provoquer, donc à cette époque-là, ils pensent que c'est ces actes sexuels qui n'ont pas produit de satisfaction qui peuvent provoquer l'angoisse. Après, ça ne va pas être ça du tout, d'accord? Mais ce qui est intéressant ici à reprendre, c'est que quand on va parler après l'interprétation des rêves, quand on va parler de sexualité, on ne va pas simplement parler de notre génitalité, sinon qu'on va parler de notre manière de faire dans la vie. Par exemple, la personne qui pratique le coït interrompu, d'accord? Elodie demande si le transfert est-il toujours possible? Oui, le transfert est toujours possible, a priori, oui, d'accord? Mais il faut le temps qu'il s'établisse, d'accord? Il faut le temps qu'il s'établisse, le transfert. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout de suite. Donc, on disait que cette position, non, cette position qu'on peut voir donc quand le patient va faire la description de son activité sexuelle, de son activité génitale, plutôt de ses activités, de ses relations sexuelles, et on va voir que dans la vie, il a la même attitude. Il va interrompre. Il a des difficultés pour terminer les choses. C'est-à-dire que notre sexualité, ici, c'est un exemple qui est très intéressant, non? Où l'éjaculation précoce, c'est celui qui devance toujours, qui veut toujours terminer avant. Alors que chaque chose, non? On va apprendre dans la vie que chaque travail a son temps de réalisation, chaque amour a son temps de production, chaque relation, non? Le transfert a son temps de production aussi. Donc chaque chose a besoin d'un certain travail. Les choses ne tombent pas du ciel. D'accord? Donc on va voir ce parallélisme qui existe entre la vie sexuelle du sujet et sa vie quotidienne, comment il va résoudre les choses de sa vie quotidienne. D'accord? Donc, René dit, c'est parce que le désir est inconscient qu'il provoque de l'angoisse. Non, c'est la position du sujet face à son désir. D'accord? Parce que ce qui se passe en fait, c'est que le sujet ne tolère pas les désirs qu'il a. Il ne veut rien savoir. C'est plus facile pour lui d'être angoissé, de produire une névrose d'angoisse que faire face à son désir. D'où la névrose. Donc on va dire que c'est une pathologie dans le sens où, au lieu de faire face, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il ne tolère pas? Ses propres désirs sexuels, qu'il désire les gens qui ne conviennent pas. Mais ça, c'est des choses qu'on va interpréter. Non? Qui va désirer des choses des choses ou qui ne va pas accepter l'hostilité qu'il a envers certaines personnes, ou qu'il est amoureux de personnes qui ne tolèrent pas cet amour. D'accord? C'est-à-dire des choses qui sont inconscientes pour le sujet. C'est pour ça qu'il produit l'angoisse. Ce n'est pas quelque chose qui est conscient. D'accord? Si c'était quelque chose qui est conscient, bon, on arrive à s'arranger, mais le problème, c'est que ce n'est pas conscient, ça a été réprimé. L'hostilité, non, chez l'être humain, très souvent, l'hostilité, l'agressivité, elle est réprimée. Parce que c'est pas bien. Parce qu'on ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas dire des choses pareilles. Donc, comment on réprime? C'est pour ça que la psychanalyse, cet espace où on va avoir la possibilité de parler, ça va être un moment d'une possibilité pour décharger cette énergie. Et en plus, décharger de façon psychique. Parce que dans l'angoisse, c'est une augmentation de la tension psychique
qui devrait être déchargé de façon psychique, pas somatique. D'accord? Pas besoin de palpitations. D'accord? Sinon que ça va être déchargé, ça doit être déchargé de façon psychique. Et psychique, qu'est-ce que ça veut dire? Psychique, ça veut dire, par exemple, parler. Donc, Dios dit, une manière donc d'interpréter l'angoisse est de faire référence au désir inconscient auquel est rattachée l'angoisse. D'accord, mais interpréter l'angoisse, c'est interpréter le désir, c'est pas interpréter l'angoisse. D'accord? Arturo demande si on peut désirer plusieurs femmes, ou qu'est-ce que ça veut dire? Si une fois qu'on a renoncé à sa maman, on peut désirer toutes les femmes. Et ça ne veut rien dire du tout, c'est ce qui arrive à tous les hommes, Arturo. Tous les hommes désirent beaucoup de femmes. Après, il y a ceux qui se permettent, non, leur morale leur permettre de désirer plusieurs femmes ou leur morale ne leur permettent pas, donc ils vont réprimer en disant non, non, moi je suis amour unique. Et donc ils vont réprimer, où toutes les femmes vont désirer plusieurs, et pas seulement les femmes, Arturo, pas seulement les femmes. D'accord? C'est-à-dire que nous désirons les gens avec qui nous sommes. Nous les désirons d'une façon ou d'une autre. Non? Je veux dire, ou nous avons des sentiments hostiles envers eux, ou nous avons des sentiments de désir. Donc Louise dit que pour lui, le futur est angoissant. Donc le futur est angoissant. Non, c'est l'incertitude qu'on a des difficultés à tolérer l'incertitude. C'est pour ça que ça produit de l'angoisse. D'accord? Et pour les femmes, c'est la même chose. Bien évidemment, Amélie, pour les femmes, c'est la même chose. Ce n'est pas quelque chose de particulier aux hommes. Mais disons que Arturo, c'est un homme, donc il se posait la question pour les hommes. D'accord? Mais non, que tous les êtres, et puis en plus, on désire, non, on désire des hommes, des femmes, donc il faut être capable de supporter tous ces désirs, d'accepter. Parce qu'on va dire, oui, oui, dans la théorie, c'est bien, mais moi, non. Non? Un petit peu comme le petit enfant, quand on va lui expliquer que pour fabriquer des enfants, ben, il y a le papa et la maman qui vont aller faire l'amour et qui va se passer ci, c'est ça, et que le petit enfant, il va dire, ouh, ça peut-être que tes parents, ils le font, mais les miens, très certainement pas. Non? Donc c'est quelque chose qu'il faut élaborer. Parce qu'on va dire, oui, théoriquement, je le sais. Mais après, il faut élaborer pour chacun toutes ces manifestations de désir. Non? Donc on va dire, George dit, l'incertitude est-elle liée à la castration? Ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre comme ça tout de suite. Non, parce que Dios, il fait référence, il va dire que l'angoisse, d'accord, l'angoisse est liée à l'angoisse de castration. Freud, dans un texte qui est très intéressant, je ne sais plus de quelle année il est, de Inhibition, symptômes et angoisse, justement, où il va nous présenter 5 types d'angoisses différentes. D'accord? Et en plus, cette angoisse, dans les différentes structures, d'accord? Il y a, dans la phobie, l'angoisse va se présenter comme ça, non? Une peur excessive à un objet déterminé ou à des situations déterminées. D'accord? On va voir que l'angoisse dans l'hystérie, donc face à cette excitation qu'il faudrait satisfaire, qui peut s'accompagner en plus de symptômes, parce que l'hystérie, elle va convertir de façon somatique, et elle va, ou alors elle va apparaître avec indifférence. D'accord? On parle de l'hystérie de la belle indifférence, c'est-à-dire que face à son désir, elle est complètement indifférente. Et donc là-dessous, il y a l'expression d'une angoisse. D'accord? C'est-à-dire ne rien sentir, la pleine indifférence, ça, non, c'est une manifestation de l'angoisse. Donc vous voyez que c'est quelque chose qu'il va falloir bien écouter le patient, qu'on ne peut pas cataloguer. Puis en plus, ça ne nous intéresse pas de cataloguer. Ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre à écouter toute cette diversité. Non? Donc ensuite, il y a la névrose d'angoisse donc, qui est en relation avec des actions déterminées en relation donc avec la sexualité. La sexualité, quand on parle de la sexualité actuelle, donc on ne fait pas seulement référence à notre génitalité, sinon qu'on fait référence donc à notre manière d'être en relation. Non, on va voir que euh, par exemple, il y a des gens qui ont peur, non, comme celle qui est la jeune fille qui est vierge, que c'est la première fois qu'elle va avoir une relation sexuelle, donc elle est un peu angoissée. Puis après, on va voir qu'elle va avoir cette même angoisse dans d'autres relations dans sa vie. La première fois qu'elle va faire quelque chose, boum, ça l'angoisse. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est exclusif à la sexualité. De la même façon qu'elle va pouvoir résoudre, on va dire,
non, sa relation donc avec cette augmentation de tension, autant, non, d'une façon, on va dire que dans, ben, non, dans le traitement psychanalytique, on va dire dans le traitement psychanalytique. Donc Arturo demande comment on sublimait le désir et l'angoisse. Non, l'angoisse, elle ne peut pas être sublimée. Non, l'angoisse, on doit continuer. L'angoisse, on doit continuer. Le désir n'est pas sublimé. En fait, ce qui est sublimé, on va dire, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui est sublimée. C'est-à-dire qu'au lieu de produire, non, quelque chose dans la réalité, un symptôme, ben, je vais produire un poème, je vais écrire quelque chose, non, je vais faire une autre chose. C'est pour ça qu'on va dire que l'importance pour la vie de chacun d'entre nous de pouvoir développer des activités, on va dire, culturelles, artistiques, sociales, d'avoir des interventions dans le social. Non, c'est ce qui va nous permettre de décharger justement nos, notre énergie dans différentes relations. Alors, c'est pas que c'est la solution, parce que très souvent, justement, la névrose ne nous permet pas tout ça. D'accord. Donc, mais quand on va pouvoir libérer cette énergie qui est enfermée dans la névrose, elle va avoir la possibilité donc de se dévier, de sublimer, de produire. Le travailleur, Arturo, quand tu vas travailler, non, c'est de la sublimation de cette énergie. D'accord. Une autre chose qui est importante, Alem, bienvenue. Bon, vous aurez l'occasion, non, ces vidéos. Donc, ces vidéos restent sur la page Facebook et puis sinon, elles vont passer après dans mon canal de YouTube. Donc, qui s'appelle canal YouTube Clémence Lonis. Et là, vous allez voir donc la liste de tous ces espaces, non, avec toutes ces conversations. Donc, l'angoisse est une circulation entre Eros et Thanatos. Pas exactement, pas exactement. Amélie dit, est-ce que ça veut dire que la sexualité d'une personne est représentative de la vie en général de cette personne? Exactement, Amélie, c'est ce que je dis. D'accord. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on va dire que quand on voit comment les gens ils fonctionnent, non, on peut voir que le type de sexualité qu'ils vont avoir, parce que c'est la même en fait. La sexualité, c'est la sexualité, elle est partout. D'accord. Donc ma manière, quand j'ai une manière exclusive d'être en relation avec les actes de ma vie, non, les gens qui ont énormément de difficultés pour terminer quelque chose, qui laissent toujours, non, sans terminer, on va dire, très certainement, ils pratiquent le coït interrompu, par exemple. D'accord. Et Malik dit salut, on est confiné, il ne faut plus bouger. Donc, pourtant, notre appareil psychique, l'énergie de notre appareil psychique doit continuer. D'accord. Donc, on doit réduire, non. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir la capacité d'adapter. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant, mais on doit avoir la capacité pour pouvoir faire d'autres choses. Profitons, non, de ces limitations pour découvrir d'autres choses, pour que notre énergie aille se décharger sur autre chose. Une autre chose, l'angoisse et la rencontre avec les autres. Donc, donc, on va dire une autre chose qui est importante, que va nous dire Freud aussi, pas en 1894, mais qui va nous dire plus tard, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est destinée à la reproduction, une énergie qui est destinée, on va dire, à notre génitalité exclusivement et qui ne peut pas être sublimée. D'accord. Il y a une énergie, bien sûr, qui doit être sociale. Sublimée, ça veut dire qu'elle va devenir sociale. Et une autre énergie qui ne va être capable de se décharger uniquement dans notre génitalité. D'où l'importance, non, de continuer de maintenir cette richesse, non, parce que c'est une autre pratique. Je veux dire que la pratique du sexe, on va dire. Et Malik dit, Madame, vous avez le droit de nous parler. Isabelle dit, de la créativité. Et Malik dit, il faut faire l'amour, c'est tout. Pas seulement Malik, il faut faire l'amour, bien sûr, et en plus, il faut faire l'amour ou apprendre à faire l'amour. D'accord. Parce que de la même façon qu'il faut continuer à apprendre à lire, continuer à écrire, continuer à apprendre à écrire, apprendre à parler, non. C'est-à-dire que tous ces verbes qu'on utilise dans notre vie quotidienne, on l'utilise en général d'une façon toujours de la même façon. Et nous avons une richesse, comme être humain, nous avons une grande richesse pour que ces verbes, non, que dans chaque verbe, il y a un nouvel apprentissage qui est possible. Que la majorité, nous ne savons pas parler. Je dis nous, dans le sens où moi aussi, j'ai encore un chemin à faire pour continuer à apprendre à parler. Ce qu'on va dire apprendre à parler, parler, on va dire, c'est dire les choses
selon la personne avec qui nous sommes. Pas n'importe quand, n'importe où, sinon, non, être disponible pour savoir, non, avec qui je parle. Mais pas exactement parce que je connais son nom et son prénom, sinon avec qui je parle, c'est-à-dire être disponible. On va dire que l'idéal, non, cet idéal, mais cette possibilité de l'être humain, c'est que quand je me présente quelque part, avoir la tête vide, ne pas avoir d'a priori. Pourquoi? Pour pouvoir répondre correctement à ce qui se présente. D'accord? C'est-à-dire que de pouvoir faire une lecture correcte de ce qui se présente. Si j'ai plein d'a priori, des idées, on va me dire ça et si on me dit si, non, que je prépare le rendez-vous, alors là, je vois absolument rien de ce qui se passe. Je vois que ce que j'ai dans la tête qui doit, non, correspondre à ce que j'imaginais qu'il devait se passer. Bon, alors je vois que pour la névrose d'angoisse, nous allons devoir continuer donc la deuxième partie la fois prochaine, d'accord? Donc la deuxième partie, on va continuer donc mardi prochain avec la névrose d'angoisse ou les différents types d'angoisse, comment les angoisses. Donc nous avons vu donc les symptômes de l'angoisse. J'imagine qu'on continuera à en voir et on va voir donc la relation du sujet avec cette angoisse. Donc, Malik dit confiné un jour, ils vont nous dire d'arrêter de faire crac-crac, vous allez voir avec Macron. Donc, effectivement, vous devez penser que c'est pas qu'ils vont nous interdire, c'est qu'ils sont en train de nous interdire. D'accord? Ils limitent. Maintenant, on n'a plus le droit d'avoir tous les gens qui avaient des amants à droite à gauche. Qu'est-ce qu'ils font? Louise dit donc, à 56 ans, tout est possible. Effectivement, Louis, il n'y a pas d'âge. On doit apprendre à faire l'amour jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Sylvie dit qu'il faut créer, d'accord. Joyce remercie, merci à vous, merci, merci Julie, Laurence, merci à vous, merci pour les explications, merci pour votre participation, Luna, René, Hélène, merci beaucoup, et Isabelle, très intéressant. Donc nous continuons notre étude. Donc Mélanie intervient au dernier moment, la névrose d'angoisse peut se traduire par l'hystérie ou des comportements obsessionnels. Exactement. D'accord? Que l'angoisse peut intervenir dans ces symptômes-là. Oui. Donc, Web, à très bientôt, Web. Alison, merci à vous. Au revoir, Pierre. Différence entre angoisse constitutive et angoisse réelle, des points de vue. Super court, ok. Merci à vous. Belle soirée à vous aussi. Passionnant, Louis. Cécile. Bonsoir, Cécile. Et Arturo, au revoir. Merci à vous. Au revoir, Annie. Et Françoise, bonsoir. Donc, on continue mardi prochain. Bonne continuation, bonne fin de soirée. Et on continue. Au revoir, Anne. Allez, Shaira, Christophe. Donc, à la semaine prochaine. C'est ça, à la semaine prochaine. Donc, Saïd dit justement, il faut profiter de cette période et travailler sur les points que chacun trouve nécessaires pour lui-même. Ok, Patricia dit, merci pour ce beau partage. C'est beaucoup plus clair. Parler même de sexe. Parler avec le sexe, parler de sexe. Très intéressant. Allez, excellent, merci. Allez, au revoir. J'ai du mal à dire au revoir. Vous voyez, ça c'est une autre, non? Une autre situation de la sexualité. Allez, au revoir. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.